Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième vidéo sur Napoleon Saga. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo que je voulais sur les règles solo, de façon à faire une belle présentation, quelque chose de propre et de clair. Donc, j'ai préféré faire une vidéo un peu plus courte sur deux points de règle que je trouve intéressants à développer parce qu'ils sont peu utilisés, peu joués, et souvent parce que les joueurs n'arrivent pas à mettre la stratégie en place avec ce qui va avec. Donc voilà. Ces deux points dont je voulais parler avec vous, c'était le désengagement d'une unité et le déplacement latéral des cavaleries à cheval, des cavaleries légères, qui ont la possibilité de faire feu en même temps. Et en même temps parler de l'artillerie à cheval, pareil, qui parfois n'est pas jouée ou peu jouée ou sous-estimée. Alors, la première chose, comme d'habitude, c'est que je remercie mon pote Seb de la Vortex Zone. Allez voir sa chaîne YouTube, c'est un figuriniste, un amateur de plateaux, de jeux d'histoire, de plein de choses. C'est toujours intéressant. C'est un mec super cool, il fait des trucs très très bien. Donc voilà, ils mettent sur les vidéos comme d'habitude, sur le jeu. Et puis aujourd'hui, je voudrais spécialement remercier Philippe Bobrin, alias Éloi de Murphy, car il a créé des petits jetons qui sont faits pour aider les joueurs avec certaines cartes de stratégie, comme l'officier qui donne +1 en mêlée, le drapeau qui donne +1 en morale, l'escadron supplémentaire qui donne +1 en cohésion, et puis des petits marqueurs que je lui ai demandé, qu'il a eu la gentillesse de faire, qui sont des marqueurs pour indiquer le bonus que tous les tours une unité va avoir lorsqu'elle rate son contournement, le petit bonus cumulatif. Donc voilà. Donc dans les jetons, vous voyez, il y a le jeton officier, des petits pions que vous découpez et que vous collez vous-même sur du carton ou sur d'autres jetons. Voilà, donc le +1, +2 pour se rappeler le bonus de contournement, +3, +4. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la chance d'avoir des marqueurs blessures supplémentaires, donc je les ai utilisés. Vous, n'hésitez pas à les mettre sur du papier cartonné pour qu'il gagne en rigidité. Et surtout, Philippe a eu la gentillesse de partager ses créations, puisqu'elles sont disponibles maintenant sur BGG, sur le site Board Game Geek, dans la rubrique Napoleon Saga. Vous allez pouvoir trouver des fichiers en français et en anglais à télécharger pour pouvoir créer vos propres pions. Comme ça, vous vous souvenez. Donc, par exemple, voilà, une infanterie française sur laquelle il y a la carte officier. Si vous voulez pas oublier qu'il a +1 en mêlée, ou même parfois pour votre adversaire, faut être fair play, ça permet de se le rappeler. Ou par exemple, voilà, s'ils ont un drapeau. Voilà, c'est très pratique, c'est très propre ce qu'il a fait, c'est du bon boulot, il l'a fait pour la communauté, c'est super gentil de sa part, et je le remercie grandement. Donc voilà, bravo Philippe. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de la règle de désengagement. C'est une règle qui est très très peu utilisée, alors que vous allez vous apercevoir que lors d'une partie, il y a toujours un moment, durant la partie, où vous pouvez vous désengager, et voire c'est même très important d'essayer de le faire. Alors je vais vous donner des petits exemples pour que vous compreniez bien la situation et surtout les questions qu'il faut se poser, à savoir quand est-ce que je fais le désengagement, comment je le fais et surtout pourquoi je le fais. Alors, la règle, elle est très simple. La règle, elle dit que deux unités qui sont en mêlée, vous pouvez activer votre unité, donc malheureusement ça demande un marqueur activation. Vous avez un test de morale à 7, donc 4+ pour la plupart des unités, 3+ pour certaines élites ou unités de la garde. Et si vous réussissez votre test de morale, tout simplement, vous enlevez le marqueur mêlée. Par contre, attention, si vous échouez à ce test, d'une part, la mêlée reste, et d'autre part, vous perdez votre marqueur activation. Donc, c'est dangereux, mais ça peut être très pratique. On va montrer des exemples très concrets. Donc, prenons l'exemple d'une infanterie française qui aurait eu déjà des blessures, par exemple, donc on va lui mettre 2 blessures, et qui se retrouve engagée contre une unité russe de grenadiers, donc qui sont assez bons au corps à corps. Et là,
le combat n'est pas du tout en votre faveur. Vous avez déjà 2 blessures sur 4, lui 0 sur 3, il a 3 en mêlée, vous n'avez que 2, et en plus, il a le mot-clé Relentless. Donc je prends vraiment, volontairement, un cas assez difficile. Et bien là, vous vous dites, la mêlée, elle n'est pas à mon avantage, et en plus, au second tour, il va lancer encore à +1, donc il va lui lancer à +4, et moi je vais lancer à +2. C'est pas tip top, quoi. Donc là, c'est pas à votre avantage du tout. Donc si vous réussissez votre test de morale à 7, vous enlevez le marqueur mêlée. Alors j'ai vu certains joueurs qui font une erreur, ils pensent que le fait de se désengager permet aussi de reculer, par exemple, d'aller en seconde ligne. Non, pas du tout. Le désengagement, c'est juste le marqueur mêlée qui s'en va. Alors, pourquoi le faire? Là, on a un exemple très concret. Votre adversaire est tout simplement meilleur que vous. Donc, c'est pas intéressant de rester en mêlée. Vous êtes bien sûr activé pour l'avoir fait, mais ça peut permettre, par exemple, à votre artillerie, à la fin du tour ou dans les tours précédents, de maintenant pouvoir tirer sur cette unité qui pensait être protégée en étant en mêlée, là elle ne l'est plus. Parce que si à la fin de votre tour vous avez encore une action, vous pouvez activer votre artillerie et peut-être lui mettre une blessure. À la fin du tour, vous récupérez vos marqueurs. Si vous allez l'initiative, vous commencez par faire un tir ici. Et on va dire, vous avez encore un petit peu de chance, vous réussissez à mettre une blessure. Là, maintenant, il y a jet de morale. Il va peut-être décider de retraiter 2 sur 3. Il va peut-être rater son jet de morale. Et vous avez complètement inversé la situation. Donc ça, c'est une des possibilités du désengagement. C'est éviter une situation qui vous est pas du tout favorable pour la remplacer par du tir. Alors, ça, c'est assez classique. L'autre cas qui peut arriver, c'est justement, vous êtes en mêlée et vous vous désengagez en fin de tour. Du coup, vous êtes dans cette situation-là. Et au tour d'après, vous décidez de placer un terrain. Alors en l'occurrence, ça peut être un bâtiment. Et là, vous placez un village et vous vous retrouvez avec votre unité qui maintenant a 3 en mêlée. Puisque je vous le rappelle, vous n'aviez pas le droit de jouer de bâtiment ou même de terrain lorsque vous étiez en mêlée. Comme vous l'avez désengagé, eh bien, vous mettez votre bâtiment. On peut même imaginer un cas qui serait encore mieux pour vous, qui est, on va prendre un exemple assez concret aussi, c'est vous vous êtes fait charger par une cavalerie, vous êtes en mêlée, la cavalerie vous a chargé, vous a mis 2 blessures. Dans ce cas précis, il lui suffirait à la cavalerie de faire 2 OD pour vous mettre une blessure, donc le 2 blessures c'est assez logique aussi, c'est vraiment possible. Vous vous désengagez en fin de tour, et le tour d'après, vous rejouez une carte terrain, et vous jouez un bâtiment. Et là, cette fois, vous avez complètement inversé la situation, alors ça serait même comme ça, parce que la cavalerie ne peut plus vous engager en mêlée car vous êtes dans un bâtiment. Et maintenant, c'est vous qui allez pouvoir lui tirer dessus sans qu'elle ne peut rien faire. Vous avez complètement inversé la situation, et ça, c'est très très favorable. Voilà une autre possibilité de désengagement auquel il faut penser. Et puis après, un cas des plus logiques, qui à mon avis déjà fait par certains joueurs, qui est que vous vous désengagez, et puis si vous avez une action encore, donc vous êtes comme ça dans le tour, vous activez une unité qui est derrière pour la remplacer, et si c'est une cavalerie, là carrément vous pouvez créer une nouvelle mêlée que vous avez décidé avec l'unité que vous voulez, donc en l'occurrence risque d'être plus probant pour vous. Donc voilà, donc ça aussi c'est une autre possibilité de désengagement. Donc on peut se désengager pour faire feu, on peut se désengager pour jouer un terrain, on peut se désengager pour partir en deuxième ligne et carrément permettre à une cavalerie de charger depuis la seconde ligne. Alors tout à l'heure je vous disais surtout quand le faire. Alors, si vous le faites à votre première action et que vous avez eu l'initiative, c'est sûr que ça sert pas à grand chose, parce que si on reprend le cas de tout à l'heure, vous étiez en mêlée, votre première action, vous faites ça, vous vous désengagez, l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'active et il refait la mêlée. Donc, toujours le faire lors de votre deuxième ou troisième action, selon l'initiative. Parce que si vous avez réussi à créer des trous dans la première ligne de votre adversaire, imaginons, il lui reste plus que 2 unités en première ligne. Et si vous vous désengagez, peut-être qu'il va pas vouloir relancer la mêlée, peut-être qu'il va préférer venir combler les trous. Donc surtout pas à la première action, mais à la deuxième et à la troisième,
ça se prépare, ça se fait intelligemment, et là ça peut vous aider, quoi. Donc voilà, et ça c'était la petite règle de désengagement, hein. Donc, et là je vous ai pris un cas qui est assez classique, mais on aurait pu voir une situation qui est carrément pire, c'est que vous vous êtes fait prendre en formation en ligne. Et là, au lieu d'avoir 2 en mêlée, vous n'avez plus que 1, donc le désengagement il est des plus intéressants, voilà. Donc ça, c'était pour le désengagement des unités. N'hésitez pas à essayer de le faire. Il y a un petit risque, je vous le cache pas. Mais si vous le réussissez, ça peut être très pratique. Et surtout, votre adversaire ne s'y attend pas. En règle générale, il ne s'attend pas au désengagement. Alors, l'autre point de règle que je voulais voir avec vous, c'était sur les mouvements latéraux de la cavalerie légère. Alors, lorsqu'il y a une cavalerie légère qui est activée pour se déplacer latéralement, comme n'importe quel mouvement latéral, soit elle va, on va prendre un exemple avec une unité, voilà, soit en fait elle se déplace dans un espace vide, donc elle va ici, soit elle peut faire un échange de position. Bien sûr, je vous rappelle, il ne faut pas que les unités soient emmêlées, hein, autrement c'est pas possible. Et avec une cavalerie légère, vous avez la possibilité de faire feu après votre mouvement. Donc la plupart des cavaleries légères ont 1 en tir, mais il existe des cavaleries légères telles que les chasseurs à cheval qui ont 2, ou même les chevaux légers autrichiens qui ont aussi 2. Donc il y a des jeux qui sont possibles de faire avec la cavalerie légère. Croyez-moi, c'est une de mes spécialités. Et ça, il faut bien comprendre comment le faire, et surtout bien le faire pour que ça soit très utile. Le premier cas qui est tout à fait possible, donc on va imaginer voilà une première ligne française, vous avez des unités russes, et on va même avoir une sorte d'alliance austro-russe comme à Waterloo, vous avez votre cavalerie qui a personne devant elle, et là vous l'activez, vous vous déplacez latéralement, et là vous faites feu sur l'unité en face. C'est totalement gratuit. Donc là, c'est l'utilisation vraiment classique. Vous faites feu et en plus vous préparez votre prochain tour, c'est-à-dire vous allez être amené à charger. Alors, c'est encore mieux si l'unité avait déjà des pertes dessus. Je vous rappelle, il y a beaucoup de probabilités dans Napoleon Saga. Avec 2 en tir, vous faites un mouvement latéral, vous allez réussir à infliger une perte sur 4, 5, 6, 50% de chance. Et même si vous n'aviez que 1 en tir, vous réussiriez à mettre une perte sur 5-6, soit 33%. Donc moi je dis 33% de chance de mettre une perte après le déplacement, c'est pas tous les jours, hein, donc ça se tente et ça se prépare. Donc ça c'est le premier cas, c'est vous avez personne en face, vous vous déplacez et puis éventuellement vous tirez et vous préparez votre prochain tour et la charge de votre cavalerie, quoi. Alors, l'autre possibilité aussi, c'est lorsque vous voulez échanger la position, cette fois avec une de vos unités qui est vraiment blessée et qui serait dans ce cas-là. Votre cavalerie légère n'a personne en face, et puis bien sûr, vous voulez mettre par un switch votre unité un peu plus à l'abri avec personne en face, et en plus vous faites un tir, ça coûte rien, et vous préparez aussi votre charge. Donc voilà, donc c'est l'intérêt de la cavalerie légère, c'est pouvoir tirer après le mouvement. Mais on peut aussi avoir le cas, alors là je vais prendre une artillerie française, mais bon, c'est voilà. Vous avez justement une artillerie qui serait en 2e ligne, qui tirerait justement ici et ici. Et l'autre intérêt, c'est justement de vous déplacer latéralement pour sortir de l'angle de l'artillerie, et carrément, éventuellement, mettre un tir sur l'unité qui est en face après. Donc c'est aussi pratique de se déplacer, sortir de l'angle, je suis peinard, vous pouvez pas sauver les deux, vous préférez sauver celle-ci, c'est raison propre, et en même temps vous mettez un petit tir en face. Donc pareil, ça mange pas de pain, ça s'utilise, croyez-moi, en milieu de partie, mettre une blessure supplémentaire sur une unité, ça peut donner des points de victoire, ça peut obliger un jet de morale, ça peut stresser votre adversaire et l'obliger à faire d'autres actions que celles qu'il voulait faire. Donc c'est intéressant. L'autre cas aussi, qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous vous rappelez, dans les dernières vidéos que j'ai faites, je vous ai parlé de l'évasion de la cavalerie.
Eh bien, on va prendre un cas. Vous avez justement, on va mettre, je vais pas faire de bêtises, voilà, une unité française qui a 3 en tir, donc qui est assez puissante, et vous avez à côté une grosse cavalerie lourde. Et votre adversaire, vous avez personne en face, parce que vous, attends, on va mettre les hussards. Vous êtes en face, vous avez peut-être pris une blessure sur 3, ça fait déjà un tiers de vos points de vie qui ont sauté. Peut-être qu'il a un bâtiment, peut-être qu'il a la carte formation en carré, vous le sentez pas, il peut avoir en plus fixe baïonnette, il peut avoir plein de cartes qui l'aident, ça vous intéresse pas, vous faites un mouvement latéral et vous venez en face de la cavalerie lourde. Et là, en fait, c'est assez intéressant parce que maintenant, lorsque l'adversaire va vouloir lancer sa mêlée, et pareil, sur 4+, vous réussissez à vous évader et à donc éviter le combat. Et là, ça peut devenir chiant pour la cavalerie lourde, parce qu'elle se retrouve avec un adversaire qui va tenter de s'évader tous les tours, et puis si en plus vous avez du bol et qu'il rate son jet de morale, il perd son marqueur activation lorsqu'il échoue la mêlée parce que vous êtes évadé. Donc c'est aussi intéressant. Et si la cavalerie elle a fast, vous réussissez sur 3+. Donc la cavalerie légère peut être aussi jouée de cette façon. Vous vous déplacez latéralement pour vous mettre en face d'une cavalerie lourde pour la gêner. Lui, il croit que ça va être la boucherie chevaline dont je parle souvent. Et en fait, pas du tout. Vous n'allez pas avoir de combat. Et après, vous pouvez même jouer le joueur chiant qui va s'activer et qui va faire des petits mouvements latéraux à droite à gauche, là où ça l'arrange pour protéger sa cavalerie, et puis mettre des tirs. Et il y a toujours un moment où vous allez réussir à mettre une petite blessure par-ci, une petite blessure par-là. C'est très très vite fatigant, la cavalerie légère, lorsqu'elle est bien jouée. Donc voilà, c'est aussi une autre possibilité de la cavalerie légère. Donc et surtout celles qui ont fast. Donc c'est fait pour. Elles sont rapides, faut les jouer comme telles. Alors ça c'était la cavalerie légère liée un petit peu au désengagement et surtout le fait d'avoir le droit de tirer après son déplacement. Alors l'autre chose que je voulais voir avec vous, c'était l'artillerie à cheval. Parce que lorsque je discute avec les joueurs, donc je prends le cas du français, ils me disent souvent qu'ils préfèrent jouer l'artillerie à pied parce qu'elle a 3 en tir. Et que pour le même nombre de points, ils ont plus de chances de faire des dommages, voilà, et comme elle peut aller en seconde ligne, ils trouvent ça plus intéressant. Mais malheureusement, c'est mon point de vue, ils oublient l'utilité première de l'artillerie à cheval, qui est de se déplacer et de tirer. Et l'artillerie à cheval, elles ont toutes 2 en tir. Donc après, on revient un petit peu avec le parallèle juste avant des cavaleries légères qui auraient 2 en tir. Je me déplace et j'ai 50% de chance de faire une perte. Croyez-moi, Napoleon Saga, c'est assez rare. Donc il faut savoir bien l'utiliser. Alors, pareil, l'artillerie à cheval, faut pas faire n'importe quoi avec. Faut pas que d'une carte et d'une situation positive, vous vous mettiez tout seul comme un grand dans une situation négative. Et justement, on va voir quels sont les cas où vous allez justement jouer votre artillerie à cheval et comment vous allez la jouer. Alors, je vais déplacer justement la caméra pour que vous compreniez bien. Alors, la première possibilité, c'est bien sûr, c'est lorsque vous avez votre artillerie qui est activée depuis la réserve et qui va monter en seconde ligne. Alors, l'intérêt, il est simple, c'est vous montez en seconde ligne et en plus vous tirez, donc depuis la seconde ligne, 1, 2, 3, vous allez même pouvoir allumer la seconde ligne adverse. Mais c'est aussi peut-être parce que vous voulez laisser un espace vide dans votre réserve pour ramener une unité ou une unité qui aurait été justement en déroute pour qu'elle puisse revenir pour qu'il y ait l'espace. C'est la première possibilité. La seconde possibilité, qui est bien sûr pour moi la plus logique, c'est que vous préparez votre montée en première ligne. Pourquoi ? Parce que vous allez monter et là derrière vous allez faire un tir puissant, donc c'était ici ou ici, parce que j'étais là, à +2. Donc vous avez 2 en tir, +2, 4, vous échouez que sur 1 pour mettre une perte. Mais c'est là qu'il faut faire intelligemment la montée de votre artillerie à cheval. Parce que si vous arrivez et que vous tirez, alors on va prendre une unité qui a 4 en cohésion. Voilà, une infanterie de ligne russe qui a 4 en cohésion. Vous êtes monté, vous faites votre tir. Vous faites un tir qui est assez propre, Imaginons, vous avez au fait 4 OD, donc 4 et 2, 6, plus 2,
parce que vous êtes à bout portant, ça fait 8, bah vous mettez qu'une seule perte. Voire, allez, dans votre grande chance, vous en mettez 2. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah inévitablement, il va venir vous chercher en mêlée. Et là, dans le meilleur des cas, vous lui avez mis 2 blessures. Dans le moins bon des cas, il en a pris qu'une. Et l'artillerie, bah c'est pas son rôle d'être au corps à corps. En général, l'artillerie à cheval, elle n'a que 1 en mêlée. Là, j'ai pris une artillerie à cheval de la garde française qui a 2, mais elles ont 1 en mêlée, les artilleries. Vous n'avez que 2 points de vie. C'est une mauvaise utilisation pour moi. C'est assez risqué. C'est pour ça que lorsque vous allez monter sur votre première ligne, vous allez vous mettre en face d'une unité qui est peut-être déjà amochée, pour l'obliger à faire un test de morale, l'éliminer, ou obliger votre adversaire justement à reculer. Mais une nouvelle fois, il faut savoir où aller, parce que il faut regarder la seconde ligne de votre adversaire. Parce que si vous arrivez à bout portant et que vous faites votre tir, que vous réussissiez à toucher ou pas, que l'unité soit éliminée ou pas, qu'il y a des routes, qu'il reste, quoi qu'il arrive, s'il y a une cavalerie qui est située ici ou ici, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Hop, je remonte la caméra, je vous remets la situation, il va switcher dans le meilleur des cas, et il vient vous chercher en mêlée et en chargeant. Donc lorsque vous montrez votre artillerie en première ligne, faites vraiment très très attention de quelle cible vous choisissez, et surtout, est-ce qu'il y a des unités de cavalerie en seconde ligne? Parce que autrement, vous allez perdre votre artillerie. Et moralité, vous allez donner 2 points de victoire à l'adversaire sans peut-être en avoir pris aucun, vous allez créer un trou dans votre première ligne, donc c'est... pour moi, c'est vraiment pas top, hein. Donc ça, faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que je conseille vivement de placer l'artillerie à cheval en réserve en début de partie. Pourquoi? Les joueurs agressifs ont en général tendance, et j'en connais plein, à la mettre en seconde ligne, l'unité d'artillerie à cheval. Comme ça, dès le premier tour, il s'active, il monte, il tire. Mais dès que vous avez votre unité qui est visible en seconde ligne, l'adversaire va faire en sorte de mettre une cavalerie derrière. Donc là, vous êtes là, vous allez monter ici ou ici. Donc il lui suffit de mettre une cavalerie dans cet emplacement-là pour venir vous menacer. Et là, maintenant, votre artillerie à cheval ne sert plus qu'à tirer à 2. Donc là, c'est plus intéressant. En effet, si vous jouez une artillerie à cheval, c'est pour monter en première ligne et pour pas mettre les premiers dommages, mais pour achever les unités et surtout prendre position de façon à ce que s'il n'y a pas de cavalerie ici, et maintenant, et qu'il y a un trou là, quand il va falloir monter, le joueur il sait qu'il monte et il se reprend un tir à bout portant. Donc faire très attention. Ça c'est important de le comprendre, de bien jouer l'artillerie à cheval. Alors que si vous la placez justement en réserve en début de partie, et bien là, quand vous allez monter, vous activez, vous montez en seconde ligne, vous allez où vous voulez. Donc là, c'est pas l'adversaire qui va se positionner comme il faut, c'est vous qui allez le faire. Ah tiens, là-bas, il n'y a pas de cavalerie, il est blessé, je monte ici pour préparer une montée là. Ou à l'inverse, hop, je monte ici par rapport ici, où le centre est plus faible, donc je vais dans les endroits du centre. Vous voyez ce que je veux dire? Partir de la réserve, c'est beaucoup mieux pour l'artillerie à cheval. Personnellement, je préfère au déploiement, lorsque j'ai par exemple 2 artilleries, positionner mon artillerie à pied en seconde ligne et mon artillerie à cheval, bien sûr, face cachée, en réserve. Comme ça, je peux vraiment choisir de là où je vais monter. Si je joue l'artillerie à cheval, c'est pas pour rien. Donc, je préfère me laisser le plus d'opportunités par rapport à ce qui va se passer, les situations, le jeu de mon ennemi, et ainsi de suite. Voilà. Écoutez, je termine ma 3e vidéo. Merci à tous. Merci encore à Philippe Beaubrun pour les marqueurs. N'hésitez pas à aller sur le site de Board Game Geek, les télécharger, c'est gratuit et c'est super pratique. Et en plus, c'est très beau. Voilà, donc mettez vos commentaires, n'hésitez pas, posez-moi vos questions. Promis, je m'attelle sur la vidéo sur les règles solo. Pareil, si vous avez aimé, écoutez, likez la vidéo, partagez-la, ça permet de faire vivre le jeu et de le faire découvrir. Merci à tous, vive l'empereur. Ciao.